Bonjour, équipe Finance 4. Je vais vous lire les règlements, puis ensuite vous allez pouvoir commencer votre présentation. Parfait. Premièrement, la présentation va débuter lorsque l'un de vous va commencer à parler, commencer à faire la présentation. Ouais. La présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes, puis il va y avoir un point de pénalité pour chaque tranche de 30 secondes manquante ou excédentaire. Ensuite, moi je vais vous indiquer lorsqu'il va rester 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, 30 secondes, puis je vais pouvoir faire aussi les 10 dernières secondes avec mes doigts. Puis, suite à votre présentation, les juges vont avoir droit à une période de questions de 5 minutes. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Je m'appelle Étienne Guillaume, je suis analyste en placement alternatif au fonds de pension universitaire. Moi, analyste chez Grassi. Le métier, vice-président chez QS. Alors, bonjour à tous. On est content d'être ici aujourd'hui. Je me présente moi-même, Martin Bouchard. On va être une belle gang aujourd'hui, assez diversifiée à vous présenter le cas qu'on a eu à analyser aujourd'hui. Moi-même qui est dans le domaine de la finance, David qui est dans le domaine du marketing, puis Étienne qui est dans le domaine de la comptabilité. Fait qu'on a essayé de faire un beau mix de ça pour analyser votre cas aujourd'hui. Donc, le mandat qu'on avait, en fait, qui nous était demandé, c'était tout premièrement d'analyser la situation financière, pas seulement financière, mais en fait d'analyser la situation actuelle de l'entreprise. Et ensuite de ça, d'évaluer une fourchette de prix aussi par rapport à la valeur de l'entreprise qui est présentement. Si je peux continuer, en fait, je dirais que David va commencer par faire une analyse de l'environnement de l'entreprise et un peu ses forces. Ensuite de ça, Étienne va faire une présentation des risques. Puis par la suite, moi-même, je vais faire une analyse un peu de la fourchette de prix qu'on vous proposerait aujourd'hui. Oui, merci Martin. Parfait, donc c'est ça. En fait, nous, juste pour faire une petite introduction, là, il y a quand même quelques trucs qu'on a voulu prendre en considération avant de se lancer dans les calculs, puis vraiment de plus pousser à fond dans l'entreprise. C'est sûr que le fait que c'est une nouvelle entreprise qui a démarré il y a seulement 4 ans, puis même qu'il y a eu une période de restructuration un peu avec ça, parce qu'à la base, c'était pas non plus une entreprise qui était vraiment axée sur le commerce de détail. On spécialisait plus, donc c'est pas du tout le même marché, c'est pas la même niche. C'est pas la même concurrence non plus. On s'attend à ce qu'il y ait des fluctuations normales au début, que ce soit peut-être dur, parce que lorsqu'on part d'une nouvelle entreprise, on essaie de pénétrer un nouveau marché qui est concurrent comme ça, c'est sûr que on ne s'attendait pas à ce que l'entreprise parte comme avec des superbes chiffres de vente. Ceci étant dit, l'entreprise est quand même déficitaire là, depuis le début. Par contre, on constate qu'il y a une croissance qui est constante au niveau du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a essayé de prendre en considération pour voir au-delà de qu'est-ce que c'est actuellement, qu'est-ce que ça pourrait potentiellement devenir. Parce qu'en ligne, c'est pas tant ce que l'entreprise est là, c'est plus la valeur potentielle qui est rattachée à ça pour les investisseurs et également pour les gens qui possèdent la compagnie. Alors, pour commencer l'analyse du marché, on a procédé avec la méthode des forces de Porter, qui analyse en fait sous la concurrence dans son ensemble sous 4 angles. Donc, premièrement, on a le pouvoir de négociation des clients. Vous allez voir en passant ici. Enfin, j'ai mis en rouge ce qui est un peu négatif, puis en vert ce qui est plus positif pour être plus visible. Premièrement, c'est sûr que les clients ont un grand pouvoir de négociation ici parce que, comme c'est du commerce de détail qui vend un peu de n'importe quoi et qu'on vend en ligne, le client s'attend à payer des petits prix. Si vous voulez vous acheter un complet, il y a des fortes chances que vous allez vous rendre au centre d'achat puis trouver une boutique spécialisée pour ça. Un petit t-shirt qui coûte pas cher, que ça ne dérange pas trop. Là, on va plus aller sur un Amazon ou sur un Key Vitrine ou quelque chose comme ça. C'est un marché qu'on ne peut pas. Il y a beaucoup de concurrence, donc si on a des prix plus élevés, c'est sûr que le client peut très facilement aller ailleurs en seulement quelques clics. Donc son pouvoir de négociation est plus grand par ça. Sinon spécifique, on vend un peu n'importe quoi là-dessus. Évidemment, il y a des catégories, mais ça fait en sorte que les concurrents sont tellement nombreux parce que, par exemple, vous voulez vous acheter un électroménager, il n'y a pas seulement les autres grandes surfaces, les Walmart et compagnie, vous avez littéralement toutes les entreprises qui se spécialisent dans les électroménagers.
Et ben, il y a la facilité du commerce en ligne qui vient jouer à ça aussi. C'est tellement facile de changer de site internet, même voir une publicité reliée à ce que vous avez regardé, ça vous amène sur un autre site. C'est pas comme si vous étiez déplacé ou rien. Donc, le pouvoir des négociations des clients est quand même très grand. C'est une gorgée d'eau. Ensuite, on a le pouvoir de négociation des fournisseurs. Un point positif, c'est que comme c'est une grande surface, on va aller commander beaucoup de choses, on va essayer de faire des ventes à grande échelle. C'est comme ça qu'on va être capable d'aller chercher une petite marge brute. Donc, forcément, ça va être bon parce que le fournisseur, il n'a pas intérêt à faire un très gros contrat, un contrat de gros volume qui représente pour lui. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, c'est positif pour l'entreprise, ça a un peu son pied à terre pour négocier. Par contre, ça va souvent être des importations. Les choses qui coûtent pas cher, souvent c'est pas fait ici, on va pas se le cacher. Ce qui fait que là, il y a quand même une incertitude qui est rattachée à ça aussi. Bon, même, il y a d'autres aspects aussi, on peut penser aux lois qui s'appliquent ailleurs, on peut penser au taux de change, on peut penser au transport qui est compliqué. On va voir un peu plus tard. Maintenant, c'est des produits de substitution. C'est sûr qu'il y a une grande diversité de produits. Donc, c'est pas comme s'ils pouvaient sortir un produit qui allait vraiment remplacer ce qu'on vend qui est totalement foutu en l'air de notre plateforme, parce qu'on vend de tellement de choses que c'est comme si on a un portefeuille d'actions tellement diversifié, ben, on ne peut pas se perdre là-dedans. Mais on n'a pas aucune exclusivité non plus. Tout ce que l'entreprise vend, ça peut se retrouver ailleurs. Puis même là, c'est à voir si ça se retrouve ailleurs au même prix ou sous forme de copie. Donc, c'est sûr que la menace des produits de substitution est. Ça peut être balancé, là, mais moi, je la vois plus comme assez grande à cause de ça. Menace de nouveaux joueurs. On ne se le cachera pas, il y a des barrières financières qui sont quand même très importantes à l'entrée pour ce qui est des grandes surfaces. Donc, si on voudrait partir un site comme à la base, là, qui ferait vraiment comme clé vitrine, ben, c'est sûr que ça prend quand même des frais pour l'inventaire, ça prend beaucoup de contrats également, aller chercher tout ça. C'est des barrières financières importantes, c'est pas n'importe quelle start-up qui peut commencer et dire ben, moi je veux ouvrir un commerce de détail qui vend tout. Mais par contre, comme on a parlé un peu plus tôt, étant donné que c'est une concurrence avec tous, ben oui, c'est n'importe quelle start-up par contre qui pourrait décider de seulement vendre un item, seulement des t-shirts par exemple. Donc là, c'est sûr que la menace des nouveaux joueurs est grande dans la mesure où tous ceux qui vont pouvoir se mesurer à nous sans nécessairement être équivalents vont avoir une petite portion des ventes à l'intérieur. Concurrence du marché, il y a comme une culture dans les grandes surfaces où on essaie toujours de mettre le prix le plus bas parce qu'on sait qu'on est capable de faire ça, parce qu'on va chercher justement des très grandes quantités et donc on est capable d'abaisser nos marges brutes et quand même faire un profit. C'est sûr que là, partir d'une guerre de prix contre Walmart, c'est pas nécessairement l'objectif ici. La concurrence du marché est tellement grande que ça n'a pas le choix d'être négatif. Mais j'ai mis ici en vert que le fait que la concurrence est forte comme ça, c'est dilué par le fait qu'il y a vraiment une croissance du marché dans les dernières années. Ce que vous voyez en vert, dans le fond, c'est. Vous avez dans le fond le pourcentage d'augmentation en dollars du chiffre d'affaires par an pour le Canada et les États-Unis. C'est depuis 2012 puis 2011, puis ça c'est vraiment pour la catégorie grande surface, commerce en ligne. Puis dans le fond, j'ai mis des petites notes dans mon dû extravolé, mais la tendance était vraiment linéaire, donc je pense que c'est quand même raisonnable d'affirmer que la moyenne qu'on pourrait poursuivre comme ça, là, avec un plus 16% au Canada, plus 12% aux États-Unis. C'est pas mal ça. Je vais laisser Étienne ici poursuivre. Ouais, on va commencer maintenant par rapport aux risques. On s'intéressait vraiment à savoir c'est quoi les risques actuels de l'entreprise. On commence avec un premier risque. On a fait une analyse en fait, du secteur par rapport à l'entreprise. Donc, on a pris les données du marché vraiment de la vente électronique. En 2015, on s'est intéressé à savoir c'était quoi la marge brute, c'était quoi la marge nette, c'est où un peu que les dépenses se situent, comparer ça ensuite avec notre entreprise pour voir est-ce qu'on a des lacunes, est-ce qu'on a des faiblesses, et ensuite de voir si ça représente un risque pour nous. Qu'est-ce qu'on a trouvé en fait, c'est que le marché en 2015
il y avait un prix des marchandises vendues là, qui s'élevait à 65% environ, pour une marge brute de 36% environ. Donc si on compare ça à nos données actuelles, nous, de 2015, donc on voit que la marge brute était plus grande, mais il faut prendre en considération que c'est notre deuxième année d'opération. Donc on est venu pour ça, je vais faire une meilleure comparaison avec l'année 2017 qui est en cours. Donc on voit qu'il y a une progression de près de 7% au niveau de la marge brute à l'interne de l'entreprise depuis ces années-là. Mais qu'on est encore, donc pour cet élément-là, on voit qu'on ressemble beaucoup au marché. Fait que là, ça nous amène à la conclusion pourquoi en fait qu'il y a une différence au niveau de nos bénéfices par rapport au marché, pourquoi que notre marge nette au final, il y a une grande différence, donc là en ce moment on est à un négatif de 9% par rapport au marché qui se situait à 3%. Donc c'est là qu'on vient voir que les dépenses d'exploitation, ça représente une grosse partie, c'est vraiment là le nerf de la guerre pour l'entreprise, pourquoi en ce moment elle n'est pas rentable. Donc c'est vraiment là que le risque va venir jouer. Donc ça va être important de venir faire une pression sur les coûts à l'interne. Ensuite de ça, on aperçut un risque quant au manque de liquidité. C'est important en entreprise d'avoir un fonds de roulement, c'est souvent qu'est-ce qui mène les entreprises à perte lors de leur démarrage. Donc on a évalué le fonds de roulement en fait qui n'est même pas de 1. Donc l'entreprise n'est pas capable de payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède comme actif à court terme. En fait, il manquerait un montant de 1 843 000 pour payer ses dettes à court terme. Donc, on a un risque ici par rapport au manque de liquidité. Ensuite, on sait que la mode et les tendances sont très importantes dans le marché où on vise. Donc, il y a souvent la mode, par exemple, pour les vêtements change très vite. Donc, si on accumule beaucoup de stocks, on a un gros risque d'avoir de la désuétude des stocks. Donc, encore là, on a voulu mettre ce ratio-là en perspective et on est allé voir une comparaison avec le marché. On a fait la comparaison, en fait, du stock en inventaire, donc le stock final par rapport aux ventes d'entreprise. Ça nous a donné au marché en 2015, il y avait un ratio de 9%. Donc, 9% de leur chiffre d'affaires par rapport au stock final. Tandis que Click Vitrine, en 2007, est à 8%. Donc, oui, c'est un risque qui est de désuétude qui est présent. Ça peut nous arriver, mais par rapport au marché, on se situe quand même bien qu'on a une très bonne rotation des stocks. Donc, on considérait que ce risque-là était présent à garder en tête, mais qui était plutôt faible. Ensuite de ça, évidemment, il y a le risque de change. On a posé l'hypothèse que l'entreprise fait des achats à l'étranger, étant donné qu'elle utilise des grandes marques et aussi que c'est de la vente de volume. Donc, il y a des achats à l'étranger. Donc, l'incidence de ça, c'est ici le taux canadien se déprécie, bien, ça va venir faire un impact direct sur nos résultats, étant donné qu'on n'a pas vu dans les résultats financiers que l'entreprise utilisait par exemple des produits dérivés pour couvrir son risque de change. Donc la dépréciation du dollar canadien est un risque. Finalement, on est déjà rendu à établir la fourchette de valeur, donc je vais laisser mon collègue Martin continuer à parler de ça. Oui, ben c'est ça. En effet, comme ça a été dit précédemment, compte tenu du fait qu'on ne peut pas nécessairement se fier aux états financiers qui ont été donnés dans les dernières années, étant donné que l'entreprise est quand même assez jeune, c'est normal d'avoir une marge bénéficiaire qui est quand même très peu élevée ou vraiment qu'on est dans les pertes pour les premières années. On a décidé pour la valeur de l'entreprise, en fait, de ne pas considérer les états financiers en tant que tels pour ces années-là. Donc, ce qu'on a décidé de faire plutôt, c'est d'aller chercher un compétiteur qui était dans le même marché, qui était appelé CID2 en fait, qui avait un revenu similaire, un chiffre d'affaires similaire à l'entreprise Click Vitrine. Donc, on s'est fié à eux pour établir un peu la juste valeur marchande en fait, de l'entreprise sur le marché. Cette entreprise-là, CID2, avait un ratio de 2,3, c'est-à-dire qu'elle avait 2,3 fois en fait, la valeur qu'on payait pour obtenir de cette entreprise-là était environ de 2,3 fois le revenu généré. Donc, si on considère qu'en 2015, c'était une des ventes totales qui était générée de 128 millions, parce que là, on parle de milliers ici, avec 128 millions, ça nous amènerait une valeur
considérer le potentiel de l'entreprise parce que c'est important de considérer le potentiel de l'entreprise parce que, encore là, c'est une entreprise jeune, puis encore là, c'est normal de faire les pertes les premières années. Puis on considère qu'il va y avoir des résultats positifs dans l'avenir, étant donné qu'il y a une croissance dans le commerce au détail de vente en ligne. Donc, on est allé en fait avec le risque qui était relié plus au retailer, dans le fond, pour évaluer en fait c'était quoi le risque relié à l'entreprise sur le marché. On était avec le scénario prévu, qui était prévu dans le budget, ce qui nous amenait une valeur de 392 millions à l'avenir. Dans le worst case scenario, si je peux m'exprimer dans le fond, c'est dans le pire des cas, si les ventes décroissent d'environ 10%, ça nous donnerait une évaluation de 350 millions. Tandis que si on constate qu'il y a une croissance des ventes plus importante que ce qu'on avait prévu, on arriverait plutôt à une évaluation de 431 millions. Parfait. Donc, on avait des petits conseils pour finir. En fait, ça va nous servir de conclusion en même temps. Pour revenir sur le mandat, on avait certains risques. On avait un risque de change qui était évalué, un risque par rapport à la pression sur les coûts qui n'était peut-être pas nécessaire. Il y a un risque aussi par rapport à l'électricité. On est sorti un petit peu du cadre de mandat pour amener une recommandation. Donc, par exemple, on peut augmenter le financement par les capitaux propres. Qu'est-ce que ça fait?